Clip numéro 7. La conférence de San Remo de 1920 instaure dans les différentes régions du Proche-Orient des mandats, censés préparer les peuples à l'autodétermination. La déclaration Balfour est incluse dans le mandat que la SDN, Société des Nations, attribue à l'Angleterre, au mépris de l'article 22 qui l'oblige à avoir l'accord de la population palestinienne. L'article 4 du mandat stipule qu'une agence juive appropriée serait reconnue comme organisme officiel et apporterait à l'administration de la Palestine ses conseils et son aide sur toutes les questions économiques, sociales ou autres ayant rapport à l'établissement du foyer national juif et aux intérêts de la population juive, bien entendu. L'organisation sioniste sera reconnue comme étant cette agence. Là, à nouveau, une question se pose à nous. En effet, comment imaginer qu'une organisation ait pu imposer à 1920 sa vision et les circonstances dans lesquelles allait se dérouler le processus d'installation, si j'ose dire, pour ne pas dire d'appropriation, à un État comme l'Angleterre, mandatée elle-même par une organisation internationale comme la Société des Nations. Devant la prévarication de nos élus, de nos dirigeants, il me paraît évident que la société civile doit prendre la destinée de nos sociétés en main. Nos élus, on le voit bien, ne sont pas à la hauteur des espérances que nous plaçons en eux. Et je ne parle pas d'un point de vue économique dont la maîtrise n'est pas toujours évidente. Non, je parle d'un point de vue moral, d'un point de vue humain. Élire des hommes intellectuellement honnêtes me semble être à l'urgence de la planète, indépendamment d'ailleurs de toute idéologie. Sans cela, on va à la catastrophe, pour nos descendants, pour leurs enfants, au profit d'une caste qui se dit élite parce que dénuée de scrupules. Bien, revenons à l'agence juive. Les dispositions de cet article ont permis à l'agence juive d'être un État dans l'État. En effet, elle dirigeait tous les secteurs juifs de l'économie du pays. Elle avait ses hôpitaux, ses services sociaux, ses écoles et son service de renseignement. Excusez du peu. Si je ne me trompe, mais il me semble que la meilleure intégration possible aurait été de ne faire aucune différence entre les populations résidant en Palestine. De plus, d'après Kessler, tous les fonctionnaires juifs du gouvernement servaient d'indicateurs bénévoles. L'agence juive dirigeait une organisation militaire indépendante, la Haganah, noyau de la future armée israélienne. Quel État aurait permis à une organisation de diriger une force militaire indépendante sur son sol? Il y a là, une nouvelle fois, un comportement qui ne se conçoit que par l'achat des consciences. Le premier haut commissaire du mandat, Herbert Samuel, ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement britannique, est juif. Il est donc aisé d'imaginer que l'agence juive se nourrissait quotidiennement de la complicité de l'administration mandataire. Dans ces conditions, pouvons-nous faire confiance à une organisation mondiale où c'est dérivé comme le CRIF qui phagocyte les intérêts de la nation qui l'abrite? En 1921, éclatent les émeutes sanglantes. Churchill, alors secrétaire aux colonies, publie un livre qu'on appelle le livre blanc, où il restreint le territoire destiné aux foyers juifs. Il réaffirme cependant le droit au retour du peuple juif sur sa terre ancestrale. Il précise également que la Palestine ne peut être conçue comme étant une entité politique exclusivement juive. Ce livre blanc met en évidence le drame de cette terre, car en effet, que les Juifs veuillent le droit au retour sur leur terre ancestrale, personne ne leur reproche, sans omettre que les Palestiniens sont aussi, eux, sur leur terre ancestrale. Mais une question se pose aujourd'hui. Les Juifs réclamaient le droit au retour. Mais ces mêmes Juifs, sionistes, nous sommes d'accord, refusent obstinément le droit au retour des Palestiniens
qu'ils ont eux-mêmes expulsés par la violence en 1948. Mais nous y reviendrons là-dessus, bien entendu. Dès 1923, la colonisation s'accélère et la population arabe n'est pas dupe à des assurances que lui donne la majorité des sionistes socialisants, modérés. Vladimir Jabotinsky, ancien commandant d'un bataillon muletier ayant combattu à côté des Anglais contre les Turcs, grand admirateur de Mussolini, fonde le mouvement révisionniste du type italien. Celui-ci dit tout haut son inspiration à un sionisme violent comme seul moyen de parvenir à l'État juif. Militairement, le révisionnisme sera incorporé dans l'armée israélienne pendant les années 40. Politiquement, il fondera les partis de droite israéliens, le Herut, puis le Likoud, actuellement au pouvoir. Jabotinsky déclare: la colonisation sioniste, même la plus restreinte, doit être déterminée, soit être menée avec la défiance de la population native. Il disait aussi: cette colonisation ne peut par conséquent continuer à se développer que sous la protection d'une force indépendante de la population locale, un mur de fer, infranchissable par la population indigène. Voici, in toto, notre politique pour les Arabes. Et il ajoutait: en premier lieu, si quelqu'un objecte que ce point de vue est immoral, je réponds: c'est faux. Soit le sionisme est moral et juste, soit il est immoral et injuste. Mais c'est une question que nous aurions dû résoudre avant de devenir sionistes. En fait, nous avons résolu cette question, et par l'affirmative. Nous prétendons que le sionisme est moral et juste. Et comme il est moral et juste, la justice doit être rendue. Peu importe que Joseph ou Simon ou Yvan ou Ahmed soient d'accord ou non. Il n'y a pas d'autre moralité. En parlant du mur de fer, l'Égypte, bon, nous pourrons le qualifier de fantoche parce qu'il est à la solde de Tel Aviv, c'est évident. Il est en train de construire un mur en fer souterrain avec sa frontière avec Gaza. Et nous sommes en 2010, hein, ça se passe en ce moment même. Les Gazaouis, les Palestiniens de Gaza n'ont pas beaucoup de chance. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? À les enterrer vivants? Enfin. Ce mur est financé par les USA et la France. J'ai bien dit la France. La France met les chômeurs en fin de droit. Les caisses sont humainement vides. Mais nos dirigeants financent un mur souterrain enterrant vivants 1,5 million d'êtres humains. La prochaine fois, nous verrons la révolte arabe de 1929.